Après une longue attente, une attente de 2 milliards d'années, soudain la vie a éclaté dans la mer. Des méduses, des ophiures. Puis des mollusques, protégés par leurs coquilles, se déplaçant par réaction, sont apparus. Et il y a 500 millions d'années, l'ammonite et le nautile ont régné dans la mer bien avant les vertébrés. Seul le nautile a survécu jusqu'à nos jours. Les colonies de coraux ont accueilli une abondance d'animaux marins. La nature a offert ainsi un abri pour les proies et de quoi se nourrir pour les prédateurs. Pendant des millions d'années, toute la vie s'est concentrée dans la mer. De l'océan, la végétation et les animaux ont progressivement envahi la terre. L'homme est le dernier né de cette fantastique aventure de la vie. À l'échelle des temps géologiques, l'homme est un nouveau venu. Doté de mains, d'un cerveau complexe et d'un langage, il a commencé à modifier l'environnement de tous les êtres vivants. Sur tous les rivages de la Terre, la vie marine est en danger. De nombreux récifs de coraux, qui furent jadis le berceau de la vie, ne sont plus que des cimetières poussiéreux. Dans un lagon du Pacifique Sud, le commandant Cousteau et ses plongeurs vont maintenant chercher à savoir comment une vie qui date de 500 millions d'années tente d'échapper au massacre. Ici, dans ce qui fut jadis un Éden, le serpent marin sera peut-être bientôt le seul survivant. La mer de corail. Ici, dans le Pacifique, que Darwin a appelé le plus vieux des océans, survivent des formes primitives de la vie aquatique. Pour étudier certaines de ces créatures qui ont été rarement observées, Cousteau a loué un bateau, le Pilou Pilou, qui explorera les eaux côtières de la Nouvelle-Calédonie. Au premier coup d'œil, le paradis tropical de Nouméa paraît étouffé sous les poussières et les scories. Des têtes de coraux jadis immergées ont été poussées vers la surface par le déchargement des déchets des mines de nickel à ciel ouvert et succombent sous le soleil. Cette région industrialisée du lagon est en train d'être étouffée et détruite. Nous nous demandons quelle est l'importance des dégâts provoqués chez les animaux marins et surtout que devient le nautile, cet animal presque légendaire qui a survécu tranquillement pendant 4 à 500 millions d'années. Et les plongeurs vont d'abord évaluer les dommages causés aux animaux marins des faibles profondeurs à proximité de la zone la plus contaminée. Ici, le long de la plage, deux mondes se mêlent, la terre et la mer. Ces hauts fonds servent de refuge aux animaux fouisseurs du rivage et sont également accessibles à ceux qui viennent du fond du lagon pour creuser le sol. Dans
Dans ce milieu ingrat et négligé, le chef plongeur Dominique Zumian va tenter d'évaluer l'impact des activités minières. L'eau de cette baie est transparente et sur un fond désertique, la vie paraît absente. Soudain des traces laissées par de mystérieux animaux. Mais où sont ces animaux ? Zumian fait s'envoler une créature surprenante, un poisson chauve-souris. Est-ce un poisson ou un oiseau ? Puis l'eau se trouble et Zumian découvre un nombre inattendu de terriers creusés dans une plaine de boue. Quel genre de vie subsiste dans ce sédiment ? Les plaines monotones de l'océan n'offrent aucun abri naturel. L'évolution a produit des animaux qui creusent leur habitat dans les fonds de vase. Ils en sortent la nuit pour se nourrir et s'y cachent pendant le jour. À quelle profondeur ? Quelle est l'efficacité de cette architecture souterraine ? Sur le pont du Pilou-Pilou, un plastique à prise rapide est préparé. Il permettra d'évaluer la densité de la population qui se cache dans la vase. Là, oui. Mettez attention au rapport, hein. Oui. Le plastique sera versé dans les trous sous-marins pour déterminer la structure cachée des abris. Le plastique, légèrement plus lourd que l'eau de mer, va lentement remplir les trous, se solidifier et prendre un moulage des mystérieux terriers. Bientôt, nous voilà au milieu d'une tempête de neige dans la mer, et les flocons de plastique blanc collent à nos cheveux, à notre peau, à nos combinaisons de plongée. J'en ai partout. Pour enlever le plastique de nos cheveux, nous sommes obligés de nous servir d'un dissolvant dont nous nous apercevrons qu'il enlève aussi la peau. Pour Philippe, notre mésaventure n'est pas une plaisanterie. Il ne pense qu'au prix des combinaisons abîmées et aux détendeurs bouchés. Et vous voyez, commandant, tout autour de l'usine, c'est comme ça partout. Tout autour de l'usine, le corail. Et maintenant, comment faire pour retirer le plastique de la boue ? Assez. L'extraction des moulages de plastique n'est pas facile. Ils devront être dégagés de la vase par un jet d'eau à forte pression réalisé avec les moyens du bord. L'arrosage qui permet de dégager les moulages a aussi pour effet de disséminer de la nourriture accumulée dans le sol et d'enrichir l'eau en oxygène. Lorsqu'on les dégage, les moulages révèlent leur forme compliquée et leur étrange beauté. Là, je te vois, Michel. Là.
Philippe récupère un moulage aux proportions étonnantes qui pourrait être exposé dans un musée d'art moderne. Pour chaque mètre carré de fond, il y a 2 mètres de tunnel. Il est évident qu'il y a plusieurs espèces qui creusent et habitent de tels dédales de terriers, leurs catacombes secrètes et leurs sorties de secours. En dépit de l'accumulation des dépôts minéraux, des communautés entières d'animaux fouisseurs prolifèrent, enterrés dans la boue. C'est le moulage d'une ville. Les formes de plastique ont été retournées pour donner une image de cet étrange monde souterrain. Nous allons tenter de découvrir qui sont les hôtes de ce fond désolé et qui sont les prédateurs dont la menace rend indispensables les trous d'observation et les couloirs de sortie dans ces villes secrètes. Nous plongerons la nuit. C'est Philippe Cousteau qui se propose d'observer et de filmer ces animaux nocturnes. Oui, c'est bien, hein. Plonger la nuit dans ce lagon n'est pas bien dangereux. Mais pour une plongée de nuit, il règne toujours, sur le pont, une atmosphère particulière. On vérifie l'équipement, on le vérifie même 2 fois. Dans un monde noir où la vision est limitée, l'éventualité d'une découverte donne à la plongée une saveur spéciale. Nous ne savons pas encore à quel point la vie marine a été affectée par une exploitation minière imprévoyante. Une raie pastenague rôde sur le fond, s'éloigne des lumières en ondulant et disparaît dans les ténèbres. Des traces laissent supposer que quelque animal inconnu est passé par là. La piste serpente à travers un petit groupe de rougets assoupis dans la boue. Ils utilisent leur barbillon pour repérer, sentir et déterrer leurs proies minuscules. Une étoile de mer en maraude convoite une coquille Saint-Jacques. En faisant claquer ses valves, la coquille Saint-Jacques s'éloigne grâce à son système de propulsion par réaction. L'évolution a mis en œuvre toutes les ruses imaginables pour assurer la continuité de la vie. Un petit poulpe dont les ancêtres ont abandonné leur coquille il y a des millions d'années cherche maintenant la sécurité dans une coquille de Clovis pour échapper aux carnivores nocturnes. Le petit survivant s'éloigne en se dandinant, emportant avec lui sa maison d'adoption. Un tout petit poulpe, si on l'effraie, se glissera dans n'importe quelle coquille et s'y enfermera. De son terrier, une mante de mer, un crustacé qui ressemble à une mante religieuse, aperçoit un plongeur et, téméraire, n'hésite pas à l'examiner. La mante trouve que notre plongeur n'est pas mangeable. Dans la lutte pour la survie, de curieuses associations se forment. Dans ce trou, un goby, un petit poisson dont la vision est excellente, monte la garde pendant qu'une crevette bulldozer, presque aveugle, construit leur maison commune.
D'autres habitants du désert dévorent leurs voisins. Un animal qui ressemble à une plante amène un poisson vers sa bouche. Lorsqu'elle se sent menacée, cette holoturie aux tentacules arborescents disparaît dans son trou. Dans cet environnement de plus en plus pollué, les rampants nocturnes émergent soudain comme s'ils sortaient de leur tombe et fouillent le sol à la faveur de la nuit. Les souris de mer, des oursins, parcourent les plaines de boue comme un bataillon de tanks, bousculant tout sur leur passage, les morts, les mourants, les malades. Les toxines vont se concentrer dans leur corps et les souris de mer les transmettront à des formes de vie plus élaborées quand elles seront elles-mêmes dévorées. Un serpent marin. Ce survivant de la pollution chasse à l'intérieur des trous de ces villes secrètes. Pour les êtres vulnérables qui habitent là, s'enfouir offre une chance de survivre et la sécurité est inconnue. Dans le cycle impitoyable de la nature, il y a bien peu de morts naturelles. Plongeurs et serpents s'affrontent sur ce champ de bataille ravagé. Nous aimerions en savoir davantage sur ce serpent qui, il y a bien longtemps, est retourné de la terre à la mer pour s'abattre sur les minuscules habitants du fond. Il semble maintenant prospérer dans ce monde aquatique empoisonné par les pollutions industrielles. À bord du Pilou Pilou, l'équipe se repose sous le soleil tropical qui baigne et régénère la mer de corail. Venus du bout du monde, les plongeurs sont obligés de changer le rythme de leur vie pour descendre la nuit, le seul moment où ils peuvent observer les animaux de ce lagon menacé du Pacifique Sud. Les hommes se dirigent vers la zone d'exploitation minière où ils vont examiner les dégâts causés à la vie du récif. Oh, regardez le serpent! Alors qu'ils avancent au milieu du corail, ils aperçoivent des serpents marins qui font surface. On voit deux espèces. On pourrait croire que selon la légende, les reptiles ont été attirés par les sons de la guitare de Preslin. Mais en fait, ils viennent respirer, car ils doivent renouveler leur provision d'oxygène. Les plongeurs vont étudier les reptiles rencontrés une première fois la nuit sur ces plaines de vase, ce qui ne s'était jamais fait. Les renseignements que nous avons obtenus des habitants et des pêcheurs locaux sur ces cobras de mer mêlent les racontars et les légendes folkloriques. Pour recueillir des indications plus précises sur leur comportement, l'équipe utilise pour la première fois une caméra sous-marine munie d'un zoom. Un serpent marin s'approche de Dominique Sumian en nageant au-dessous de lui. Il chasse de petites proies. Sa langue fourchue fouille pour trouver de la nourriture. Enfin, le chasseur a saisi une victime qu'il absorbe lentement.
Sumian, qui porte un appareil respiratoire à oxygène en circuit fermé, suit le serpent au moment où il fait surface pour remplir rapidement son unique poumon. En moins d'une seconde, le serpent marin peut absorber assez d'oxygène pour survivre pendant un maximum de 2 heures. Le serpent continue à chercher de la nourriture en se propulsant avec sa queue aplatie en forme de pagaie. Son corps gonflé par endroits indique que la chasse a été bonne. Maître du récif, le serpent est habituellement un chasseur solitaire. Mais une femelle se joint maintenant au mâle. Pendant la saison des amours, le serpent marin, comme d'autres espèces, semble devenir plus agressif envers les intrus. Pendant la période prénuptiale et au moment des naissances, les serpents s'entrelacent dans l'eau, 2 par 2, avec sensualité. Les légendes concernant le serpent abondent. Selon Plutarque, Alexandre le Grand fut engendré par un serpent. Le commandant Cousteau va chercher des renseignements plus dignes de foi en interrogeant le docteur Bruce Halstead, un toxicologue. Une équipe de la Calypso, dit Cousteau, explore le lagon autour de la Nouvelle-Calédonie et y rencontre de nombreux serpents venimeux de différentes variétés. Vous êtes dans une région où prolifèrent les serpents marins, répond le docteur Halstead. Il en existe environ une 50aine d'espèces dans la région Indo-Pacifique. Beaucoup d'entre elles atteignent vers l'ouest le golfe Persique. Dans la région de la Nouvelle-Calédonie, j'estime que nous avons probablement entre 30 et 40 espèces. Nous rencontrons probablement plus de serpents qu'il y en avait auparavant, reprend Cousteau. Les pêcheurs nous ont dit qu'ils étaient rares autrefois. N'est-ce pas lié à la pollution due à l'industrialisation de l'île? Si les animaux marins dans le lagon sont étouffés par les dépôts et les toxines, les serpents, eux, viennent respirer en surface. Ils ont un poumon, ils n'ont pas de branchies. Je me demande donc s'ils ne résistent pas mieux. I think that this has to do with the part of the overall marine environmental pollution picture today. Oui, dit le docteur Halstead. De nombreuses espèces plus résistantes que d'autres ont tendance à devenir plus abondantes, alors que les formes plus fragiles disparaissent progressivement. Il est possible que ce soit favorable aux serpents de Nouvelle-Calédonie. Les récits des habitants de l'île sur les serpents marins ont induit en erreur les plongeurs et les cinéastes de l'équipe qui se préparent maintenant à capturer et à classer les différentes espèces qui vivent ici. Si l'on en croit les pêcheurs, ces reptiles venimeux sont incapables d'ouvrir assez largement leur gueule pour mordre les plongeurs. Les mâchoires de ce serpent, dit le docteur Halstead, peuvent se distendre suffisamment pour en serrer sans difficulté un doigt ou un orteil. Et la puissance de leur venin est plusieurs fois celle du cobra royal. C'est un poison très dangereux qui attaque le système nerveux et les muscles. Vous savez, répond Cousteau, que nous nous sommes donné beaucoup de mal pour essayer d'obtenir la vérité, tant les habitants de l'île sont superstitieux. Oui, réplique Halstead. Si une femme enceinte a le malheur de parler d'un serpent, elle croit qu'elle sera mordue par l'un d'eux et qu'elle en mourra. Si un pêcheur en parle, il s'imagine que ces serpents l'attaqueront et le tueront. En capturant des serpents marins pour les étudier, si un plongeur commettait une maladresse, il pourrait mourir rapidement, car il n'existait alors aucun antidote à leur venin. Nos plongeurs sont prudents et voient bien que les serpents ne sont guère agressifs. Ils savent que leurs mâchoires sont fragiles, mais ils sous-estiment la souplesse et les armes formidables de ce cobra des mers.
Heureusement, cette fois, les crocs assez courts du serpent n'ont pas traversé les gants du plongeur. Et la collecte continue. Un serpent peut retenir son venin. C'est une faculté particulière au serpent de mer qui lui permet de conserver son poison mortel pour une lutte sans merci. Voici le moment le plus dangereux de la capture. Manier ce reptile vigoureux et souple pour le faire entrer dans la nasse. Puis il faut fermer le couvercle avant que le serpent récalcitrant puisse attaquer. S'il est aussi résolu à s'échapper, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Laissons-le suivre son chemin, comme nous suivons le nôtre. Tard dans l'après-midi, le Pilou-Pilou suit le lagon de la Nouvelle-Calédonie jusqu'au récif situé au-dessous d'une région minière exploitée à ciel ouvert. Les montagnes sont creusées et dévastées par les machines. Pour en tirer à peu de frais un minerai riche, le tapis végétal a été détruit. Les pluies tropicales ont lavé l'argile rouge qui a coulé dans la mer. À la nuit tombée, le commandant Cousteau et ses plongeurs descendent au milieu du récif pour voir comment les coraux et la vie qui s'y abrite résistent au désastre. En pleine eau, l'obscurité est tout à coup vibrante de paillettes. Ce sont des vers marins et des limaces de mer qui ondulent. Ils sont attirés par nos lumières. Ils ressemblent aux serpentins de Noël jaillissant de l'obscurité. C'est la surprise du début de cette plongée. Un festival psychédélique fascinant. Mais qu'allons-nous découvrir sur le fond ? Au large des collines aux plaies béantes de la Nouvelle-Calédonie, le commandant Cousteau descend vers le récif de corail qui longe la zone minière. Ce qui pour certains est une poubelle et pour d'autres une demeure. Ici, des cadavres d'éponges, d'algues, de coraux. Fixés au sol de l'océan, ils gisent, étouffés, enterrés. Des dépôts minéraux couvrent le fond. Ils sont toxiques même pour l'holothurie, fouilleuse de cimetières, qui cependant passe pour indestructible. Ce miraculeux berceau de la vie a été dénaturé jusqu'à n'être plus qu'un dépotoir.
Sur Terre comme dans la mer, il n'y a qu'un seul monde et il est partout vulnérable. La plongée continue dans des eaux plus profondes. Les formes de vie plus élaborées, les poissons de récif, qui auraient pu s'échapper, ne se décident pas à abandonner leur territoire. Ce serait une perte pour le monde si ce poisson zèbre disparaissait. Il cherche sa nourriture dans ce piège à ordures qui était encore récemment un jardin de corail vivant. En surface, des particules de saleté accélèrent l'agonie des fonds en interceptant la lumière solaire indispensable au cycle de la vie. Au cours des âges, dans leur effort pour vivre, les créatures ont développé des moyens de défense remarquables. Ici, un poisson perroquet s'est enfermé dans un cocon en mucus transparent. Un mucus qui contient une substance qui éloigne les prédateurs pendant que le poisson perroquet dort. Avec ses mâchoires puissantes, le poisson perroquet croque le corail vivant. Après en avoir absorbé les parties nutritives, il rejette le sable, fabriquant ainsi des abris pour les animaux qui se terrent. Mais quand il n'y aura plus de corail, où ira le poisson perroquet? Une loturie, un animal qui se nourrit de particules en suspension, attire à elle tout ce qui filtre de la surface vers le fond. Un petit poisson qui lui est associé avale goulûment les restes. Cet habitant des fonds de sable corallien qui recueille à la fois sur ses tentacules le poison et la nourriture pourrait disparaître de la mer. À travers le monde, les bouleversements provoqués par l'homme contribuent presque partout à ruiner la vie marine. Le lièvre de mer, ou Aplysie, est un spécialiste de la guerre chimique. Il est capable de cracher un nuage violet qui repousse ses ennemis naturels, mais qui ne le protège pas contre les métaux lourds toxiques lorsqu'il cherche au fond sa nourriture. Nous rencontrons un vieil ami, un poulpe. Il change de couleur en un clin d'œil. Mais combien de temps ce maître dans l'art du camouflage pourra-t-il survivre ici? Avec plongeurs et cinéastes, je descends jusqu'à une corniche située encore plus bas. Nous y rencontrons ce que nous n'espérions pas trouver. À la lisière de deux mondes, le nôtre et celui des profondeurs abyssales, un nautile solitaire est monté pour se nourrir. Nous pouvons à peine le croire. Voici l'objet initial de nos recherches. Le survivant furtif de centaines de millions d'années dans la mer. Intimidé par la lumière, il s'éloigne de nous et se dirige,
en se balançant comme le pendule d'une horloge vers son refuge profond. Étudié surtout d'après sa coquille ou comme un fossile, voici enfin dans son milieu naturel l'animal vivant, un fossile vivant. Nous avons rendez-vous avec lui. Sur l'une des îles coralliennes de la Nouvelle-Calédonie, le commandant Cousteau est à la recherche de coquilles de nautiles. Il est accompagné du docteur Anna Bider, une grande spécialiste des nautiles. Cette coquille est une œuvre d'une extraordinaire pureté. En grandissant, le nautile vivant s'est déplacé de chambre en chambre et a construit cette spirale logarithmique parfaite, résultat de millions d'années de perfectionnement technique. L'expédition revient vers l'extérieur du récif. La coquille trouvée sur la plage provient sans doute de ces grands fonds et a dérivé jusqu'ici. La rencontre entre le nautile et l'homme n'est en général possible qu'à une certaine profondeur et à un certain moment. Après la tombée de la nuit, le nautile monte des fonds de plusieurs centaines de mètres où il vit normalement. Il ne vient de lui-même que très rarement à moins de 30 mètres de la surface. Au cours de notre descente, nous devons rencontrer le nautile avant notre profondeur limite de plongée qui est de 70 mètres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un rendez-vous hasardeux. Le commandant Cousteau dirige la plongée au-delà de la première corniche. Ici, à la limite de la pleine mer, les eaux semblent presque avoir échappé à la pollution. Un mérou géant regarde d'un air sinistre les plongeurs qui approchent et il s'en va. La descente continue, et puis, sortant des ténèbres, un nautile apparaît. Un nautile dans son milieu naturel. Fasciné, j'observe le rythme des pulsations de son jet d'eau. Il bat la mesure depuis 4 à 500 millions d'années, en restant pareil à lui-même alors que tant d'autres espèces évoluaient autour de lui. Le nautile est encore une fois gêné par les lumières et essaie de s'échapper. En fuyant, il se dirige vers Cousteau. Lorsqu'on le saisit pour le tourner dans un autre sens, le nautile s'obstine à reprendre son cap et à se diriger vers les profondeurs, montrant un surprenant instinct d'orientation. Comme le poulpe, le nautile se propulse par réaction grâce aux contractions de son entonnoir. 2 de ces animaux vont être recueillis pour que Cousteau et le docteur Bider en poursuivent l'observation dans l'aquarium du Pilou Pilou. Vous savez, dit Cousteau, pour nous, plongeurs européens, ces animaux sont plus ou moins fabuleux. Nous savions qu'ils existaient, mais ils vivent bien loin et ils semblent venir d'un autre âge. And also, they seem to be from another age. Aren't they a little bit of that? Effectivement, dit le docteur Bider, après avoir traversé le monde, j'ai bien eu l'impression que je voyais des fossiles vivants. Ces êtres n'ont pas changé depuis la période Crétacée. Nous avons des coquilles de nautiles qui datent de cette époque et qui ne sont pas différentes de celles-ci. You have shells of Nautilus from those days, not different from these.
Ça fait combien de millions d'années ? Demande Cousteau. Ne me le demandez pas. Nous n'avions jamais pu les observer dans la mer. Regardez, dit le docteur Bider, cet œil étrange et inexpressif. On se demande quelle image il fournit à l'animal, car c'est une sorte d'appareil photographique sans objectif. Et le nautile voit flou et en noir et blanc. La coquille du nautile que Cousteau et le docteur Bider ont trouvée sur la plage a été coupée en deux. Et nous voyons la dernière chambre qui a, jadis, abrité l'animal. Oui, dit le docteur Bider, nous pouvons voir les chambres, chacune étant un compartiment étanche. Ce tube qui les traverse est calcaire. Il contient des vaisseaux et des cellules grâce auxquelles le nautile contrôle sa flottabilité. En absorbant du liquide, il se rend plus lourd. S'il en rejette, il flotte mieux. Alors que la nuit tombe sur le récif extérieur, un nouvel équipement est vérifié pour une plongée consacrée à la recherche du nautile. Philippe Cousteau installe l'objectif d'un appareil nouveau qui permet de filmer dans une obscurité presque complète. C'est l'œil de hibou qui amplifie la lumière. On fait un essai en le pointant sur le phare à l'entrée de la passe de Nouméa. Puis les lampes du bateau sont éteintes. Par une nuit sans lune, la lumière du phare apparaît 10 000 fois plus intense. L'œil de hibou sera utilisé pour observer le nautile sans se servir des projecteurs qui pourraient fausser le comportement de l'animal. Alors, tu vois des applications possibles pour la navigation. L'œil de hibou est utilisé dans l'obscurité presque complète pour voir sans être vu. Nous emportons des lampes, elles seront employées uniquement pour les prises de vue. Nous surprenons une grosse langouste rôdant sur le récif la nuit pour se nourrir. La langouste nous porte chance. Alors que nous la suivons avec nos lampes, nous découvrons tout à coup non pas un, mais deux nautiles. Pour le moment, nous n'avons pas besoin de l'œil de hibou. Puis les nautiles se séparent, ils fuient les lumières. Le nautile se déplace lentement, mais il peut monter et descendre à volonté, ce qui en fait une sorte de bathyscaphe vivant. Il peut parvenir jusqu'à 600 ou 700 mètres de fond sans que sa coquille soit écrasée. J'observe maintenant le nautile sur l'écran de l'œil de hibou. Lorsque la lumière directe est éteinte, l'animal nage normalement à un rythme régulier. La visière au-dessus de ses yeux évoque un casque de Minerve. Le nautile nage sans crainte droit vers nous et est à nouveau rejoint par son compagnon. Nous découvrons un autre nautile en train de s'enfuir avec un poisson. Grâce à des centres nerveux indépendants, les 90 tentacules dépourvus de ventouses entourant la bouche agissent par groupes spécialisés. Les uns, extérieurs, fournissent à l'animal des indications sur le monde qui l'entoure. Le groupe du milieu cherche des proies, puis les saisit. Des tentacules situés à l'intérieur de la coquille s'emparent de cette nourriture et l'amènent à la bouche où le nautile, comme le poulpe, la coupe avec son bec noir qui ressemble à un bec de perroquet. Nous trouvons nos deux nautiles enlacés, ils s'accouplent. C'est un acte qui n'a jamais été observé auparavant dans la nature parce qu'il s'accomplit dans les ténèbres du fond. Cette scène pathétique montre ce qui est menacé. Des cœurs qui battent depuis 4 à 500 millions d'années. De nombreux crustacés sont venus assister aux noces attirés par nos lumières. Le mariage du nautile, c'est une promesse de vie.
Mais il n'y a pas de frontière pour les polluants transportés par les courants à travers les océans du monde. La femelle fécondée retourne maintenant vers les profondeurs. Personne ne sait où elle pond ses œufs, ni où les petits grandissent. Aucun jeune n'a jamais été découvert. Moins nous en savons sur le nautile, plus il a de chances de survivre dans ce monde de plus en plus avide de profits à court terme. Les beaux coquillages rares font prime. Si l'homme savait vraiment où et comment il peut capturer des nautiles, il n'y aurait pas à espérer un bien long avenir pour ce fossile vivant, pour cette énigme de la mer qui tourbillonne à travers des nébuleuses de créatures et qui cherche à gagner la sécurité de l'abîme et des ténèbres. Sur le miroir calme de la mer de Corail, à 140 km des fonds saccagés par l'avidité des hommes, Philippe Cousteau s'envole pour une reconnaissance aérienne. Notre travail dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie, sur le Nautile et les habitants du récif pollué, est terminé. Ici, c'est un soulagement de voir les coraux intacts dans la pureté des eaux claires. Sous la surface éclaboussée de soleil, au-dessus d'un corail bien vivant, nos plongeurs retrouvent la paix naturelle de la mer. La science dispose de tous les moyens pour sauvegarder la pureté des eaux du monde entier. Nous savons tous maintenant que le destin de nos océans bouleversés ne dépend que de l'homme. Et c'est dans les océans que se joue le sort de l'homme et de toutes ces créatures vivantes.
je m'étonne toujours. Et je me demande toujours comment les Marquisiens ont pu s'installer ici. Et comment ils ont pu faire pour venir jusque-là. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ces cailloux, ils ont trouvé ces 6 îles. Et ils se sont adaptés à ce climat, ils se sont adaptés à l'isolement. Les Marquises ont été isolées du reste du monde pendant à peu près 1500-2000 ans. C'est énorme. Entre-temps, les Marquisiens ont réussi à faire un genre de microcosme, un monde à eux, un monde qui est séparé de tout. On est à 1500 km de Tahiti, on est isolé, on est entouré d'un océan. Quand on me pose la question de décrire les Marquises, je réponds toujours que les Marquises, c'est un miroir. Le premier miroir, c'est cet océan. Le deuxième miroir, c'est la solitude. On ne peut pas se mentir à soi-même aux Marquises. On peut dire que la culture marquisienne a essuyé un sacré coup de tempête. Passé de 100 000 âmes à 2000, la culture, je pense qu'il n'y a plus de culture. Il reste que des souvenirs de culture. C'est à partir de ces souvenirs que les Marquisiens ont refait une nouvelle culture. Qui se matérialise par quoi? Qui se matérialise parce que vous voyez aujourd'hui. Lucien qui porte un tricot. Mais Lucien qui se fait quand même tatouer. Nous sommes sur un tohua. Le tohua, c'est une place, un lieu public là où les gens, autrefois, les anciens marquisiens, venaient et se rassemblaient pour différents événements. Alors ça pouvait être des festivités, des danses, des chants, mais aussi du sport ou différents rassemblements à caractère politique ou à caractère guerrier aussi. Avant de partir à la guerre, on recense les guerriers et puis au retour de guerre, on les recense aussi. Il y avait aussi sur ce genre de lieu les réunions pour, par exemple, lorsque les gens partaient à la pêche, eh bien, il fallait tout simplement pouvoir l'organiser. Pareil pour les festivités qui ont lieu pour le tatouage. Lorsqu'un fils de chef venait de se faire tatouer, eh bien, il fallait fêter ça.
Là, je suis en train de faire une tête de tiki. Un tiki, pour les Maquisiens, c'est un dieu, c'est un guerrier, c'est un roi, quoi. C'est notre symbole à nous, Maquisiens. Ma famille, pas 3 générations, sommes des sculpteurs, quoi. Arrière-grand-père, mon grand-père, mes parents, tout ça. Même mes petits frères, ils sculptent. Ils vivent de ça, de sculpture. Et moi, c'est comme si je sculpte, quoi. Je tatoue. Pourquoi vous avez eu envie de vous faire tatouer en rentrant ici? Pour marquer mon style d'ici, marquisienne. Ouais. Enfin, j'ai vu sur mes neveux, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Vous avez des enfants? Juste une fille. Et alors, si elle se fait tatouer, vous trouvez ça bien? Ma fille? Oui. Ben, c'est elle qui voulait se faire tatouer. Ça lui fait, pour faire voir à ses copines qu'elle est capable de souffrir pour être belle. Elle a voulu porter tatouage marquisien parce que bon, elle m'a dit j'ai le sang marquisien, ben, il faut que je me fais tatouer. Ok? Le réposeur, rien de battu. 72. Ah, on est pas 111. Maintenant, du manoir. Ça, c'est un info. On a fait le Mahaou, le Rikoué, le Hio'o, le Kaptoué, qui veut dire le rassemblement, on dit. Le Mavé aussi, qui vous appelle, il faut, hein, c'est un accueil aussi. Hein. Comment s'appelle le groupe? Mavé Mai Not Matahou, qui veut dire accueil aux voyageurs.
bateau, c'est pour gazer les îles et puis en tout quoi. En fait, ciment, un peu de tout, du sucre, du riz, tout ce qui est aliment. Hein. Et puis on a débarqué du gasoil, de l'essence, pour l'hélicoptère et tout, donc tout quoi. C'est le lien, c'est le cordon ombilical entre le Tahiti et les Marquises. Hein. Donc, on peut dire que la Ranui, c'est la 7e île des Marquises. Voilà. Je viens voir mes clients, je vends des chewing-gums, du chocolat et tous les 3 mois je fais la tournée Marquise. Pendant 2 semaines je suis la Ranui et je fais toutes les vallées, je vais voir tous mes clients. À Tapuivae, tu as beaucoup de clients? Ici j'ai 3 clients. J'ai commencé très jeune à faire du copra. À force de porter des sacs lourds, de poids, à 36 ans, j'ai senti que mon colonne vertébrale est abîmée. Alors là, comme j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 6 gosses à nourrir, donc il faut que je trouve quelque chose pour les nourrir. Alors j'ai décidé de me lancer dans la sculpture. Et voilà. Comment tu as appris? J'ai été voir un très bon sculpteur. Il m'a jamais dit ce jour-là, tiens, tu fais comme ça. Non, ne fais pas comme ça, tu fais comme ça. Non. Tu regardes et tu fais. J'ai fait. J'ai commencé comme ça. En général, tu sculptes quel type de bois? Le miro et le bois de taupe.
Oui, les deux bois essentiels pour la sculpture marquisienne. C'est un regard éveillé, avec ses beaux yeux, avec son nez, la bouche, ses mains jointes là, avec les jambes là. Ici. Il faut qu'il y ait toujours un tiki. Si on veut garder la coutume, le vrai sens artisanal marquisien, toujours le tiki. Rangiroa, bon, c'est un atoll qui est immense et quand on traverse le lagon, on part d'un endroit, on ne voit même pas l'autre bout de l'atoll et on a vraiment l'impression d'être en plein milieu de l'océan. L'atoll de Rangiroa va se comporter comme un vivier naturel qui va créer de la matière nutritive et ça, au rythme des courants dans la passe, ça va aller se déverser en océan. Donc on va avoir toute la chaîne alimentaire qui va se mettre en place au niveau des passes et qui va permettre à une grande diversité de poissons de pouvoir cohabiter et de pouvoir se nourrir donc de ce potentiel nutritif au sein des passes. On va retrouver l'ensemble des espèces animales de Polynésie, tant au niveau des petits poissons tropicaux, que les raies avec éventuellement les requins, parce qu'ils ont le potentiel nutritif constant pour pouvoir vivre ici en harmonie avec le milieu. On vit le produit de la mer. On a pris la tortue, mais c'est défendu. C'est dommage. C'est la viande n'est pas autour. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup. C'est ce qu'il raconte. La vie ici est difficile? Pour moi, c'est pas difficile. Ceux qui disent que c'est difficile sont des fainéants. Quand tu travailles, tu peux vivre ici. Tu n'as pas besoin de dépenser l'argent pour acheter la viande. Il y a la viande dans la mer, le poisson. Il suffit d'aller chercher.
Nos parents pêchaient, les mamans faisaient des nattes, tressaient des nattes avec les cordes d'une arbre, les cordes. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. On préfère acheter, tout fait. Et plus vite. Mais on oublie nos traditions. Vous trouvez ça dommage? Oui. Si on continue comme ça, eh bien, on oublie tout à fait nos racines. On va au Moutouaï, Cap 176. On y sera à peu près dans 1h30. Une heure, on a 15 000 à faire. Je pense que ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Bernard? Je regarde s'il y a quelques patates, parce qu'il y a 3 patates sur le parcours. Qu'est-ce qu'on appelle des patates d'abord? Les patates, ce sont des morceaux de coraux, donc qui sont à fleur d'eau. On voit une tache, surtout quand le soleil est comme ça. Je suis obligé de surveiller pour ne pas passer dessus, quoi. Et ça va rester en colle. D'accord. C'est le paré pour dormir. Ouais. Donc la pension, ils vont emmener leurs clients ici, ils vont rester là. Il y a 2 jours, comme ça. C'est ouais. Et aussi on le marqué. Ouais.
Tameti Mahana, Watawi Hoiro, I take pay for home to Matamu, train what pay Atimitra Rotote Eroto Tato, Nutareti Puha Dimana Aita, up fire Hoitu Adirotito Itene. I get off how it Puha anyway, no Tramu to Tato Itera. Te Momutu came of Inua, Fadu here, I get that the polo team of Inota, Tatana, I do. Had a tweet out your part, I get on a Tonamutu, Darama Imhan, I did that our hope. We try hope and me. Tumutawi or 2 dollars like Iman. The Proda Tratere Hamera to hit if you know, and hero. Epated to tweet at your farm with on a Finua, who you treat with a fire and wine. The promoter. Tu travailles sur la Ranuit 10 ans. 10 ans. Avant, j'ai fait le compras. T'as arrêté? Ah, c'est mieux ici. Toi? Parce qu'il y a plein de copains. Et tu vas faire ça longtemps? Jusqu'à la mort. Ah, c'est tout un mélange, ouais, c'est le bateau. Il y a des Australes, il y a des Marquises, il y a des Tahitiens, il y a des Paumoutous aussi. C'est toutes les races. Sympa, cool, ambiance et tout ce que tu veux. Ça, c'est la vie marin, ça. Tu vois? On fait des tapas avec 3 sortes d'arbres, 3 sortes de corse. Le bagnon, le mailloré et le mûrier. Au commencement, tu coupes le pied, après tu enlèves la peau et tu enlèves l'écorce. Après tu tapes. Mais je ne sais pas pourquoi on ne fait pas dans les autres îles des Marquises. Peut-être c'est... On a laissé ça pour nous. C'est notre... C'est notre vie.
Arrête tout. Vas-y, lâche. Alors là, nous sommes au Sable Rose. Voilà, cette bande de sable, nous sommes de l'autre côté de l'atoll, donc à l'est, hein, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et cette bande de sable a des reflets roses la journée et le soir encore plus avec le coucher du soleil. Il y a un seul passage possible, donc faisable uniquement de jour, parce qu'il n'est pas balisé. Il faut faire très attention, quoi, vraiment. Rana. Coba ada apa? Ada ori nanti. Ayah, aduh. Baik deh. Nanti mana apa yang ini tak tahu di hari. Apa ini ikhlas. Avant, on habite l'autre côté, à Tepipi. On a fait le copra, et après de la cocoterie, et après pendant le cyclone, tous les cocotiers sont tombés. Après, on a fini de faire le copra. On est venu ici, ce côté, faire le coquillage. Qu'est-ce que vous préfériez, l'époque où vous cultiviez le copra ou maintenant? Non, le copra, c'est dur à faire. C'est mieux le coquillage pour nous. Quand on vend les colliers, après et le sac de coquillage, avec cet argent-là, on prend la nourriture pour nous. À propriété toujours? Oui, tout à propriété. On va acheter tout à propriété. L'essence, le pétrole, le maïs, tu vois, boîte de conserve et tout. La viande, le poulet, tout. Bon, et le poisson que vous prenez ici? Voilà, le poisson, on prend ici. Tu as du plaisir à revenir ici? Beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça fait revivre les années que j'ai passées ici. Et tu préfères la vie de cette époque-là ou la vie que tu mènes maintenant sur le bateau? Tous les deux. L'époque d'avant et l'époque de maintenant. Le matin, on se réveille, on prépare le petit déjeuner. Après, vers les 6h30 par là, le papa il va au travail et moi je fais mon travail à la maison. Quand il revient, il va baigner à la mer, baigner à l'eau. Après, on se met à table. Tout le monde à table, comme c'est propre. Hein? On a été baigné tout le monde. Après, on mange. Et le soir, on rentre dans la maison qui est dans la mer, maison pilotis. Comme on ne peut pas dormir ici parce qu'il y a plein de nonos. Non, c'est quoi les nonos? C'est une bête, c'est comme les moustiques. Mais c'est pas les moustiques, c'est les nonos. C'est méchant? Ah oui, plus méchant que les moustiques. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on va là-bas dans la maison pilotis pour dormir. C'est comme ça notre vie ici, à Anguilla.
partie pour on est vendu tapas, des colliers, tout ce qui est artisanat. Je préfère prendre le bateau à la nuit. C'est sûr, tu es bien protégé, tu es bien nourri. Mais Gauguin, c'est un être exceptionnel. Nous l'aimons parce qu'il est un petit peu excentrique et qu'il a fait ça à sa façon. Et moi, j'aimerais bien peindre à ma façon, mais je suis sûr et certain que personne ne prendrait en considération mes toiles. Et c'est ça qui me chiffonne. Parce que moi aussi, j'aimerais faire comme lui. C'était un peu le défenseur des marquisiens, Gauguin, contre l'abus justement de la mission catholique, donc des colons. Également l'abus des gendarmes qui s'amusaient même à lui mettre une contravention pour défaut d'éclairage alors qu'il n'y a même pas d'éclairage dans le village. Il se met à peindre très très vite puisqu'on peut dire qu'à peu près dans les 2 premiers mois, il a expédié une vingtaine de toiles à Volard.